Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Malheureusement, je n'ai que 6 minutes parce que je pourrais vous faire l'après-midi. C'est un immense honneur d'être ici, d'autant plus que j'ai vu que celui qui m'a initié à cette pathologie, Olivier Rachet, était au fond de la salle. Et puis aussi un immense remerciement à mon directeur de thèse, Étienne, qui m'a permis de pousser jusqu'au bout ces explorations. Le succès des Journées lyonnaises, qui se confirme encore, a été leur capacité à toujours faire des séries cliniques. Et donc, sur ce sujet qui est très compliqué, on a essayé de pousser non seulement sur des séries cliniques, comme l'a montré Marine, avec des incidences qui sont finalement très importantes après rupture du LCA et après chirurgie, mais j'ai eu l'opportunité, grâce à Étienne, de pousser la réflexion très loin et d'essayer d'avoir une explication, ou en tout cas de trouver potentiellement ce qui peut entraîner cette pathologie qui est extrêmement fréquente. Alors, l'AMI, on a l'impression que c'est un sujet qui est à la mode, qui a été inventé. Regardez cette revue de la littérature en 2022 qui est assez extraordinaire. Au cours des 22 dernières années, l'AMI appear dans 2800 publications. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été développé, travaillé beaucoup dans les labos académiques américains, mais que ça n'a jamais franchi leurs portes. C'est-à-dire qu'en fait, les cliniciens ne sont absolument pas au courant de cette pathologie qui est finalement très connue. Il y a déjà beaucoup de descriptions et beaucoup d'études d'IRM fonctionnelles sur les lésions cognitives dans les suites d'une rupture du LCA, mais à notre connaissance, il n'y avait pas encore sur les atteintes motrices. Marine vous a présenté, les complications de cette AMI sont majeures, puisqu'à long terme, on peut envisager que c'est une des causes d'arthrose par limitation des amplitudes articulaires. En tout cas, je pense que ça peut clairement expliquer ce qu'on appelle arthrofibrose. Alors, ce qu'on a voulu faire pour ma thèse de science, je vous ai dit, c'est pousser jusqu'à la partie fondamentale de cette thèse, c'est-à-dire de réaliser avec Étienne, sur 2 groupes de patients, c'est-à-dire des patients victimes d'une rupture aiguë du LCA, on a fait des IRM fonctionnels avec 2 groupes distincts, ceux qui avaient une inhibition motrice, ceux qui l'avaient pas. Les conditions et les critères d'inclusion étaient tellement drastiques qu'il nous a fallu 5 ans pour inclure 40 patients. Alors, un petit mot sur les IRM fonctionnels, parce que moi je comprenais pas non plus. En fait, pourquoi les IRM fonctionnels? Parce que c'est le seul examen qui permet de localiser des zones d'activation au niveau central. Comment ça marche? En fait, dès qu'on a une activation, par exemple motrice, vous voulez plier votre jambe, l'aire motrice qui ordonne cette commande va entraîner un afflux de sang d'environ 10%, et c'est l'hémoglobine qui est un marqueur et qui va être détecté par l'IRM fonctionnel, et donc on appelle ça des zones d'activation. La particularité aussi, c'est qu'on peut avoir non seulement le dépistage de cette zone d'activation, si on vous demande tous dans l'assemblée d'imaginer que vous pliez votre jambe droite, nous allons tous activer exactement la même zone du cerveau. Et la deuxième capacité, force incroyable de l'IRM fonctionnel, c'est de trouver des zones de connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire que cette zone activée va collaborer avec quelle autre zone dans le cerveau. Alors, on a 2 types d'IRM. On a les IRM qui s'appellent le resting test, c'est-à-dire là, c'est plutôt la connectivité, c'est qu'on fait rien, on regarde les connexions dans le cerveau. Et il y a le task related, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de faire quelque chose. Donc là, pour le cas de cette étude AMI, on demandait aux patients d'imaginer qu'ils faisaient une flexion de la jambe atteinte. Alors, comme toujours, on a forcément des objectifs et des hypothèses, suite à la thèse de Marine qui a montré que, visiblement, la douleur avait un impact sur cette AMI post-op. L'objectif de notre étude était de retrouver à l'IRM fonctionnel des zones d'activation au niveau central en utilisant l'IRM fonctionnel. Notre hypothèse était que l'AMI pouvait être liée à des zones d'hyperactivation, probablement dans des zones qui sont peut-être gérées par, bien évidemment, le contrôle moteur, mais aussi par les régions de la douleur. C'était ça notre hypothèse. Alors, comme je vous ai dit, ça a été incroyablement difficile. 5 ans pour inclure 40 patients. Pourquoi? Parce qu'il nous fallait des droitiers qui aient une atteinte du membre inférieur droit, qui fassent à peu près tous le même sport. Il faut savoir que les zones motrices sont pas tout à fait les mêmes si on a un tennisman ou un rugbyman. De même, il fallait des âges limites parce que la plasticité cérébrale évolue en fonction de l'âge. Donc 5 ans pour inclure 2 groupes de patients, rupture récente du LCA sans inhibition motrice
et avec inhibition motrice. Il fallait aussi les voir très rapidement, ce qui était compliqué à organiser, pour les inclure, et obtenir l'IRM fonctionnel avant un mois, parce qu'on considérait que les atteintes centrales pouvaient disparaître au cours du temps. Alors, je vous ai dit deux types d'IRM, un type d'IRM fonctionnel avec deux séquences. Les tasks related, on demande aux patients d'imaginer qu'ils fléchissent la jambe, et le racing test, c'est on évalue les zones de connectivité fonctionnelle. Alors, l'âge moyen, c'était que des garçons, droitiers. L'âge moyen, 24 ans. Le délai, ça c'est un exploit du CHU de Toulouse, délai accident, inclusion, 22 jours, et l'IRM fonctionnel dans la journée quasiment, ce qui nous a permis de respecter nos critères d'inclusion de nos patients. Sur le plan clinique, très intéressant, mais c'est pas une surprise, une différence significative entre les deux groupes, avec un déficit d'extension dans le groupe AMI, c'est ce qu'on peut imaginer, et de manière significative, une inhibition, bien évidemment, du vas médial, qui est le principal altération que l'on retrouve sur ces patients en AMI. Alors, lorsqu'on a fait cette analyse, le task related force, c'est-à-dire d'imaginer cette flexion, il n'y avait pas de différence. Par contre, sur les zones de connectivité, on a retrouvé une zone d'hyperactivation au niveau du cérébellum droit. Alors, on était un petit peu inquiet parce que pour moi, droit, c'était à gauche et gauche à droite. En fait, le cérébellum, le champ, comment on appelle cela, je sais plus, la délocation des zones motrices, c'est au-dessus. Donc, en fait, c'est bien le cervelet droit qui est en relation avec le membre inférieur droit. Et alors, on m'a expliqué le cervelet, parce que moi, je savais pas ce que c'était. Le cervelet, c'est l'ordinateur du cerveau. Le cerveau, lorsqu'il fait une commande motrice, il va donner une instruction en disant contraction du VMO, et il envoie un signal au cervelet pour lui dire « j'ai donné cette instruction ». Et le cervelet, c'est lui qui reçoit les connexions afférentes pour savoir si ce geste a été bien réalisé. Donc ça correspond exactement, c'est-à-dire que l'instruction est bonne au niveau de la commande motrice, mais le retour est mauvais, donc hyperactivation de cette zone droite du cervelet. Ensuite, on s'est servi de ce cervelet comme zone pour analyser ensuite autour les connectivités, et alors vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que l'ingénieur était très content, en fait ils font tourner leur ordinateur toute la nuit, ils ont des logiciels qui viennent d'une MIT, et ils analysent les voxels, c'est-à-dire les 1 mm qui flashent, et ils ont des P, comme nous en orthopédie, et ils sont capables de comparer pour savoir si cette zone sont significativement activées ou non. Alors vous voyez, il y a plein de clusters qui sortent, donc là j'étais forcément un peu paumé, donc on a demandé aux intellectuels de la neurologie pour nous expliquer un peu ce que cela voulait dire. Et alors, en utilisant cette zone d'intérêt, le cérébellum droit, l'association, c'est-à-dire les zones de connectivité qui flashent de manière significative, il y a le cortex préfrontal bilatéral, c'est facile, c'est les zones motrices, on le comprend. Il y a le cortex temporal, mais écoutez bien, extraordinaire, il y a le gyrus postcentral gauche, on est vachement content, et le cortex singulaire bilatéral. Alors là, on est encore plus hilar, et on se dit, on a trouvé quelque chose. Donc j'ai demandé aux intellectuels, il s'avère de manière incroyable que ce cortex singulaire, c'est la principale zone qui gère l'émotion, et que le gyrus central, c'est la zone qui gère la douleur. Demandez à vos patients, je l'ai fait la semaine dernière, en général, on a deux contextes. Quand ils ont cassé leur croisée, soit la douleur est à 10 sur 10, ils sont en inhibition motrice, soit, comme ça m'est arrivé moi personnellement, j'ai cassé mon croisé au foot, j'ai entendu un tel crack que j'ai su ce que c'était, je me suis mis sur le côté parce que j'ai fait un petit malaise vagal. Donc ce qu'on a montré dans cette étude, c'est à peaufiner, mais en tout cas c'est incroyablement intéressant. Pour la première fois, on a démontré typiquement que les patients qui avaient une inhibition motrice après une rupture du LCA avaient des altérations au niveau central, avec une hyperactivation au niveau du cérébellum droit. Et on a aussi pu mettre en évidence que les zones de connectivité impliquaient des zones sensitivo-motrices à l'origine de cette inhibition, mais aussi probablement des zones qui gèrent à la fois la douleur et l'émotion. Merci à tous et probablement qu'on en reparlera encore à la SFA. Merci.